estrade ou on va comme ça vous va? Je vous montre, c'est un geste souple. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je vais commencer par des remerciements moi aussi parce que j'ai conscience qu'en étant ici, moi je suis qu'un prétexte. Un prétexte parce qu'on soit réunis. Parce que les humains, quand ils se réunissent, ont une puissance d'agir inarrêtable. C'est vraiment un constat que j'ai fait, c'est pas idéologique ce que je suis en train de vous livrer là, c'est pragmatique. Et que cette puissance d'agir d'humains réunis ensemble, elle est sans cesse aspirée par les marchands du temple. On va vous réunir ensemble au stade. Et au stade, on va faire des milliards, on va s'échanger au mercato des joueurs de foot, etc. Parce que toute l'énergie qui est réunie par 50 000 personnes au Vélodrome, en fait, c'est inarrêtable. Et donc, il faut réussir à la servir. Et c'est quelque chose de très profond, je vais commencer par ça, parce que pour moi, c'est presque le plus important dans cette journée. C'est de saisir à quel point nous sommes puissants, dans cette capacité à célébrer ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'humain passe son temps à mettre dans la matière son intention. Ça, ne sont que de la matière transformée en autre chose. Et l'humain ne fait rien d'autre. Il prend de la matière, de la nature, et il la transforme en autre chose. Et il y met son intention. Quand il fabrique une Kalachnikov, son intention n'est pas de faire des trous pour mettre les petits pois. C'est autre chose. Quand il fabrique de la musique, de la beauté, son intention est d'ajouter de la beauté au monde. Et au fond, on a un choix là, on a un choix individuel et collectif à faire. Qu'est-ce que chaque jour j'ajoute au monde? Est-ce que j'ajoute de la peur, de la noirceur, de la tristesse, du désespoir? Ou est-ce que j'ai une discipline quotidienne du bonheur? Une discipline au sens d'une pratique, comme une pratique de yoga, comme une pratique de méditation, comme une pratique de prière, comme une pratique de musique, comme une pratique culinaire. Est-ce que j'ai une pratique? Le présent est la porte, la pratique est la clé. C'est dans le Tao, c'est dans toutes les religions, toutes les philosophies, etc. Appelez ça carpe diem, appelez ça comme vous voulez. En fait, c'est présent partout. Chaque seconde peut s'ouvrir un espace. Ou se fermer. Et ça, c'est nous qui choisissons. Parce que toute la joie que je ne mettrai pas dans cette journée, toute la beauté, toute la poésie, toute la créativité, n'y seront pas. Et donc j'ai une responsabilité personnelle à essayer, et nous avons une responsabilité individuelle et collective, à ajouter au monde quelque chose de beau. C'est pas évident, hein. Cette responsabilité, elle est immense. Parce que l'intention qu'on va mettre dans le monde va se précipiter dans la matière, comme je viens de vous le dire. Et va infuser la matière. Je vais le dire autrement, pour que ça paraisse moins bizarre aux gens. Si vous passez à côté d'une prison, vous allez ressentir l'émotion de la prison. Vous allez sentir que ça va pas, l'architecture, les barbelés, les murs, les miradors, les filets au-dessus anti-aériens. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, il y a la souffrance très profonde là-dedans. Tous les gens qui sont allés à Auschwitz ou à Birkenau, etc., ils vous racontent ça. Ils vous disent que la terre a pu la violence et la souffrance. Elle en est imprégnée jusqu'à l'os. Elle en déborde du sang qui est là. Par contre, si vous passez à côté d'une école primaire, avec les petits toboggans, les petites mains colorées, vous savez, qui sont sur... on a mis sur des cançons comme ça, pour mettre la trace de sa main, les petites cartes de géographie de la France, du monde, etc. Les platanes. Ben là, vous sentez qu'il y a de la joie. Puis il y a tout ce qu'il y a dans l'enfance, à l'école. La découverte de la vie sociale, les bagarres, le préau quand il pleut, la joie de découvrir des choses, d'apprendre, l'envie de bien faire, en même temps parfois être un cancre au fond de la classe. Tout ça est présent aussi, même s'il n'y a pas d'enfants. Quand vous êtes dans une école vide, c'est encore là. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, hein. Ça veut dire que si on se réunit ensemble et qu'on célèbre de manière rituelle quelque chose, on peut ajouter de la joie et se recharger les batteries au passage. C'est pour ça que les gens vont à la messe, hein. Et c'est pour ça qu'ils écoutent le Conseil scientifique indépendant, je vous ai raconté déjà. Les gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit « Ah, le jeudi c'est CSI ». Ah, d'accord. Et alors ah, ben c'est comme la messe pour moi. Ah bon? Je ne comprenais pas, pourtant ça ne parle pas tout à fait la même chose. Ben si, je ne comprends rien, mais ça me fait du bien. Ah, comme la messe, d'accord. Et surtout quand Vincent Pavant parle.
de mathématiques. Et donc, c'est même pas lié à ce qui va s'échanger, c'est même pas lié aux informations qu'on va échanger aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je vous l'ai raconté déjà aussi à certains. Un jour, je croise un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps, il me dit: ah, je t'ai vu à la télé. Ah bon, mais alors, qu'est-ce que t'as retenu? Ben, c'est pas grave. Non, rien, désolé. Ah, si, j'ai retenu que t'avais l'air sympa et honnête. Ah, j'étais dégoûté, moi. Il y a pas bon bosser, faire des heures, à lire les trucs de la AMF conditionnels. Regarder les articles. Et puis après, j'y ai repensé, je me suis dit: non, en fait, peut-être qu'il a raison. Peut-être que la seule chose importante, c'est ça. C'est l'éthique, la posture. Qu'est-ce qui est juste? Je suis pas de conflit d'intérêt, etc. Et j'ai compris qu'au fond, l'important, c'était pas tant les informations qui allaient être apportées que les émotions ressenties. Ce qu'allait retenir les gens, c'était pas les concepts. Très peu. C'était pas les chiffres. C'était l'émotion générale. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça a l'air juste? Est-ce que ça sonne juste? Parce que moi, je suis convaincu au fond de moi-même que c'est juste. Et si c'est juste, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ce sera transmis quoi qu'il arrive. Et donc on a une force incroyable dans le fait de célébrer un refrain, un rituel. J'en parle dans mon 3e livre, là, sur la peur. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert ces 3-4 dernières années, et qui est tellement évident maintenant, que l'humain est un être de refrain. Au fond, sa vie, son monde, sa réalité, ce sont des répétitions. Ça peut être pour l'enfant l'histoire du soir, le biberon du matin, le câlin de l'après-midi, la sieste. Ça peut être la sonnerie. Vous y pensez, la vie d'un enfant à l'école, ce ne sont que des répétitions. C'est de manière extrême, presque carcérale. On va dire la vie d'un enfant. Allez, 7h30, il faut partir à l'école. Allez, 8h, ça sonne. Bing, allez, on fait les devoirs, etc. C'est une existence de merde, en fait. Enfin, c'est terrible, au fond. On n'est pas libre. Après, il faut faire les devoirs. Le week-end, il faut faire les devoirs. Et pourtant, dans cet espace-là, ils arrivent à trouver de la joie, de la paix, de la découverte du monde, à apprendre des choses. C'est-à-dire, dans l'espace le plus contraint de tous, complètement ritualisé, en fait, il y a une ouverture à plus grand et à travailler sur soi-même, à grandir. Ça, c'est une leçon pour moi sur ces 4 dernières années. Ça. Alors même qu'on a l'impression d'être au cœur du totalitarisme, que c'est le moment le plus contraint, on vous oblige à rester chez vous, à la maison. On vous donne une prescription en disant que vous ne pourrez pas être plus que 6 au réveillon. Et mamie devra prendre la bûche dans la cuisine, là-bas. Pas avec nous. C'est incroyable quand vous y pensez. On doit remplir une auto-attestation pour aller balader son chien ou... Incroyable. Pourtant, ça s'est passé. Hein. Et il faut le raconter que ça s'est passé. Il faut le raconter avec la distance. En plein, tu vois ce qu'on a fait ou pas? Tu vois ce qu'on t'a fait faire? Et bien malgré ça, malgré la censure, tous les médecins étaient censurés, tous les scientifiques, les chercheurs étaient censurés. Nous, on a eu toutes nos chaînes YouTube détruites. On a eu un bandeau à un moment, YouTube se charge de modérer vos vues et vos abonnés indésirables. Ah bon? C'est-à-dire quoi? On a vu les vues baisser, les abonnés baisser. Ah, c'est possible ça? Ah ouais, c'est possible, ouais. On a été traînés dans la boue, diffamés, fouchés d'un gourou, d'une secte anti-vax d'extrême droite qui a fait la violence, qui maltraite les patients et qui fricote avec des néo-nazis. Parlez moi, c'est fou quoi. Et pourtant non, ça a été dit. Et ben malgré tout ça, tous ceux qui ont voulu savoir ce qu'était le Covid, ils ont su. Tous ceux qui ont voulu savoir comment ça se soigne, ils ont su comment ça se soigne. Alors que normalement c'était impossible d'avoir l'information. Hein. Toutes les informations officielles étaient en désaccord avec ça. Tous ceux qui ont voulu se réunir à plus que 6 à Noël, ils ont fait plus que 6. Tous ceux qui ont voulu balader leurs chiens, je vous raconter l'histoire, je vais te raconter aussi, mais ma femme, entendant qu'il faut remplir une auto-attestation, se précipite chez le buraliste pour acheter un stylo effaçable et réinstructible. Vous savez, il y a des bics comme ça où on peut gommer et réécrire. Elle arrive, elle dit je voudrais un bic comme ça qu'on peut. Et le buraliste lui dit vous n'êtes pas la première. J'en ai plus, j'en ai recommandé. Tout le monde était venu faire ça. C'est très rassurant. Je peux vous dire, dans tous les endroits où je passe, et j'ai la chance de pouvoir passer à très nombreux endroits à travers la France, tous ceux qui ont voulu ouvrir un bar clandestin, ils ont fait un bar clandestin. Tous ceux qui ont voulu aller au resto, ils sont allés au resto. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même quand c'est le plus contraint, en fait, les espaces de liberté s'ouvrent, et en plus, ils deviennent précieux. C'est plus, tiens, aller au resto, là, c'est pas... Tac. Non, c'est moi, on va au resto. Bon, c'est pas possible. Si.
filon. On a une ivermectine. L'ivermectine, c'est un truc, ça vaut rien. D'un coup, l'ivermectine, c'est précieux. Ça nous permet de rebooter chaque seconde. Donc, je vous parle de ça pour dire, mais ça donne plein d'espoir. Et là, pour moi, c'est un des enjeux de la journée. Je pourrais vous parler du Covid avec tout, ou de l'intelligence artificielle, on va en parler, avec tout le côté sombre. Je vais le faire. Parce qu'il faut regarder le monstre sans phare. Il ne faut pas faire semblant. Il faut le regarder droit dans les yeux. Mais il faut aller le voir pour de vrai. Parce qu'il y a des chances que si je n'allais pas le voir pour de vrai, je fabrique effectivement un monstre spectaculaire. Un terrible monstre. Et à partir du moment où il est terrible, il est gigantesque, il a des griffes, des crocs, des ailes, une massue, une queue fourchue, vous avez bien compris que vous ne pouvez plus le vaincre. Il est trop. Donc le monstre, dès que vous l'étudiez, vous comprenez que cette queue fourchue, il se prend les pieds dedans. Ses ailes, il y a des trous, il n'arrive pas à voler. Ça le gêne pour les bras. Sa grosse massue, elle est trop lourde, il se fait coller sur le pied à plusieurs moments. Les griffes, les crocs, c'est très difficile pour mâcher un truc assez petit. Il a des trous grands dedans, donc ça passe à travers les dents. Et qu'à travers la cuirasse, à travers les écailles, il y a plein de trous. Vous pouvez passer à travers la cuirasse et mettre une épée en plein cœur. Paf. Parce que le monstre, en fait, il est tellement monstrueux, parce qu'au fond, il a le cœur à vif. Et c'est pour ça qu'il est obligé de se créer une cuirasse et d'avoir l'air si menaçant. Et que la plupart des gens qui sont si menaçants, si agressifs, au fond, sont dans une extrême souffrance. Ouais. Une aversion du regard. Il y a presque un pardon. Couché, chrétien. Mince. Le pardon, c'est intéressant. Parce que c'est la seule résolution à la guerre. Si vous gagnez la guerre, il y aura une autre guerre. Ce sera 5 ans, ce sera 10 ans, ce sera 20 ans plus tard. Gagner la guerre n'est pas le but. Pendre tous les enfoirés qui vous ont mis en taule chez vous, qui ont fait mourir des gens, n'est pas le but. Ça n'apportera que de la souffrance à de la souffrance. Comment est-ce que j'arriverai à renoncer à ma colère? Moi, quand je parle de ça à des victimes d'effets secondaires, ils disent c'est insupportable ce que tu dis. En fait. Moi, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille. C'est insupportable que je veux les pendre, ces enfoirés. Mais tu peux les pendre. Non. En face, vous avez des gens qui ont tout le pouvoir médiatique, peuvent raconter toutes les histoires qu'ils veulent. C'est eux qui racontent les histoires. C'est eux les sorciers, les griots. Vous savez, en Afrique, les griots, c'est ceux qui racontent les histoires. Ils racontent ce qu'ils veulent. Vous avez vu, un jour, on peut mourir parce qu'on se fait lasser trop vite. Ah bon? C'est ça qu'on fait des arrêts cardiaques? Oui, si vous laissez les lacets trop vite, ça risque de faire un arrêt cardiaque. Ah bon? Il y a des changements climatiques, c'est très dangereux pour le cœur aussi. Ah bon? Les pâtes en Italie, vous avez suivi ça aussi, hein? Dans les journaux, il y a tout eu, hein? On est tout sauf le vaccin, bien sûr. Mais on est passé par toutes les absurdités. Ils racontent les histoires qu'ils veulent et tous les mensonges qu'ils veulent. Tout le pouvoir médiatique. Tout le pouvoir législatif. Ils veulent faire une loi pour demain vous mettre en tôle, ils la font. Vous êtes en tôle chez vous. Ah bon? Ben oui, c'est arrivé, vous avez vu ces 4 dernières années. En une soirée, ils font une loi, ils disent t'es suspendu. Ça fait 20 ans que tu bosses, t'as un diplôme, ça t'a mis 12 ans de l'avoir. En une journée, t'es suspendu, c'est terminé. Ah bon? Tout le pouvoir législatif. Tout le pouvoir exécutif. Demain, ils vont mettre des chars, des LBD, vous arracher des yeux, des mains, parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous avez mis un gilet jaune, parce que vous êtes agriculteur, ou je sais pas quoi. Ils le font. Il n'y a pas de problème. Tout le pouvoir législatif, tout le pouvoir judiciaire, tous les procès qui ont eu lieu pendant les gilets jaunes, vous avez peut-être vu, des comparutions immédiates, c'était systématiquement des sanctions hyper lourdes. Pendant le même temps que le garde des Sceaux lui-même, qui avait tourné du pognon, je sais pas quoi, il savait pas, hein. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. T'es ministre de la Justice, t'es garde des Sceaux. Ok. Tout le pouvoir monétaire. Demain, votre argent, il vaut rien. Et c'est en train d'arriver, on a 18% d'inflation. Tout ce que vous avez mis de côté, votre livret A, votre épargne, votre LTD, pour vos enfants, vos petits-enfants, demain, ça vaut rien. Enfin, pas demain, 18%, vous calculez. Ça va aller vite quand même, hein, à ce pourcentage d'inflation-là. C'est-à-dire ce que vous pensiez être stable, vous prémunir contre l'aléa de demain, en fait, ça ne marche pas. Demain est remis sur la table. Demain est mobile, mouvant, chaotique. En fait, c'est ça la vie, hein. Parce que si la vie est prédéfinie, on est dans un système cybernétique, comme on va le voir. Et donc c'est une chance. C'est une chance parce que ça veut dire, là tout de suite, ce pognon, il faut le mettre dans quelque chose d'utile.
là tout de suite, pour moi, mes enfants, ma famille, ma communauté, l'endroit où je vis. Plus tard, un jour, ça n'a aucun sens. Je serai peut-être mort. Et c'est ça la clé, hein. C'est qu'à la fin, les gens, c'est la peur. La peur de demain, la peur pour mes enfants, la peur de ce qui va leur arriver. C'est leur histoire, nos enfants. C'est pas la nôtre. On ne pourra pas contrôler ce qui leur arrive. Si vous, j'ai vu ça, hein, je vais raconter ça. Un jour, j'ai vu un enfant avec une combinaison de sumo gonflable. Bon, tout petit. Alors, c'était un peu mignon, quoi, mais bon, ça faisait déguisement, quoi. Et sa mère m'explique, oui, c'est pour quand il descend l'escalier, comme ça, il ne peut pas se faire mal. Il roule dans l'escalier. Ouais. Et il ne va jamais apprendre à marcher dans l'escalier, à monter ou à descendre l'escalier. Et à la fin, il va grandir, et sa combinaison de sumo, elle va l'étouffer. Ah, on a besoin de se confronter à l'obstacle. On a besoin de se cogner à la table basse quand on est enfant. Bing, sur le coin, bing. Alors, on met un truc pour couvrir en plastoc. Bing, bing, et rebing, jusqu'à ce que l'enfant se dise, attends, ça fait mal quand même. Je vais appuyer dessus. Ah, je suis debout. Ah, le monde est grand. Non, jusqu'ici, je voyais que les pieds. Et le monde est gigantesque, fabuleux, à explorer. Parce qu'il a utilisé le coin de table, qui était son ennemi, pour s'appuyer dessus et se mettre debout. C'est pareil pour nous. L'ensemble de ce qui est en train de nous arriver est probablement un coin de table sur lequel il nous est donné de transformer nous-mêmes et notre société. L'intelligence artificielle dont je vais parler en fait partie. J'ai un dernier mot sur la question de la célébration et de la répétition. Vous pouvez considérer que votre existence entière est la recherche d'un paradis perdu. Ce paradis perdu, vous pouvez l'appeler le ventre de maman, avec une perfusion qui vous donne à manger, la lumière rose tamisée, 37 degrés thermostaté, le cœur de votre maman qui bat au même rythme que le vôtre, de l'ocytocine à gogo. Ouais. Mais vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Il va falloir partir. Vous allez être chassé du paradis. Parce que sinon, votre vie est avortée. Sinon, elle n'a aucun sens. Et vous savez qu'en médecine, on déclenche les bébés post-terme. Quand on arrive au-delà du terme, on dit il ne doit pas rester là. Parce qu'on sait qu'il y a plus de morts-nés. Et donc, on déclenche l'accouchement. Et c'est vraiment du souci quand on a dépassé le terme. Et donc, au bout d'un moment, tout vacille. Le paradis se met à bouger de tous les côtés. L'utérus nous chasse, nous expulse. Ce ne sera pas facile. Hein. Personne n'a dit que c'était simple. Et malgré toutes les pratiques obstétricales pour amoindrir le choc, le bébé se retrouve avec la circulation du sang qui s'inverse, les poumons qui se déplissent, la sensation de l'air, du chaud, du froid partout sur le corps, comme une agression par le monde entier. Et il ne comprend rien, il n'a pas de mots. Mais on est comme ça, mais on ne comprend rien en fait. Dans cette salle, il y a des électrons, des photons, il y a des ondes électromagnétiques, il y a France Inter qui passe, il y a BFM, et il y a tout ça. Il y a encore plus, quoi. Il y a de la matière. La matière, on m'a dit que c'était du vide avant tout, que c'était des électrons autour d'un noyau. En fait, ça, c'était vide. Donc, on passe son temps à créer une projection sur le monde, à dire d'accord. Moi, je vais essayer de prendre des trucs qui se répètent, et je vais essayer de retrouver des trucs qui se répètent. Parce que ça me permet de me stabiliser et d'arpenter ce monde avec quelques petites choses où je ne suis pas complètement perdu. Et donc, je vais créer des refrains, des rituels, tous ces rituels dont je vous parlais pour l'enfant. Mais chez l'adulte, on est bourré de rituels. Par exemple, on pense que si on lâche quelque chose, si je lâche ce verre d'eau, plein, je ne vais pas le faire. Si je lâche ce verre d'eau, pour rien. Si je lâche ce verre d'eau, ou si je lâche cette feuille de papier, elle tombe. Ouais, ok, on a tous appris ça, c'est la gravitation universelle. Mais surtout, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas sûr. Si on pense tous que ce truc tient en l'air, c'est la physique quantique, il tient en l'air. Vous ne pensez pas assez fort. Vous ne ressentez pas assez fort du tout. Mais en fait, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et j'ai rencontré des gens qui ont vécu en Afrique qui m'ont dit, tu sais, moi, ça va peut-être te surprendre, je vais paraître un peu fou et barré, mais tu sais, au bout d'un an dans le village, c'est des gens qui faisaient des études d'anthropologie, au bout d'un an, quand le village voyait la sorcière voler au-dessus du village, je voyais la sorcière voler. Et puis quand tout le monde voyait le feu qui brûle tout seul, brûler tout seul, je voyais le feu qui brûle tout seul. Ah bon. C'est confondant, ça veut dire qu'on vit dans des interprétations du monde qui en fait sont labiles, passent leur temps à se transformer, à changer en fonction de ce qu'on apprend. On a l'impression d'être dans un cocon protecteur, d'avoir reconstitué le ventre de maman, sous la forme de tous les apprentissages qu'on a faits, sous la forme de notre maison, notre famille, notre boulot. Et en fait, tout ça peut vaciller en une seconde. Tu pensais que tu étais médecin? Tu pensais que tu avais un diplôme durement acquis
T'avais été major de promo, etc. Hein? Tac, c'est fini. Ah, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est une illusion. Tu vis dans une illusion. Et on vit tous dans des illusions. Mais elles sont confortables. Elles nous rassurent. Et on n'a pas très envie qu'elles viennent être bousculées par autre chose. Parce que sinon, c'est comme une nouvelle naissance, comme un nouvel accouchement. On va se retrouver à nouveau à poil, à souffrir, à dire je comprends rien en fait. Et vous imaginez que des gens qui sont persuadés que le Covid était une terrible épidémie, qu'Olivier Véran a fait de son mieux, qu'Emmanuel Macron a été un très bon chef de guerre, quand on égrenait un certain nombre, que le conseil scientifique était pas corrompu, etc. Si vous arrivez et que vous leur balancez à la figure tout ce qu'on sait, c'est insupportable. Vous faites vaciller dans l'univers. Ils n'ont pas les ressources intérieures, ils ne sont pas prêts. Ils sont complètement prématurés là. Il faut les mettre en couveuse après. Ils ne sont pas prêts à affronter ça. C'est trop douloureux, c'est trop violent. Donc ils préféreront rester à l'intérieur. Préféreront vous éliminer. Écoute, je préfère qu'on se voit plus, qu'on parle plus. Attends, mais on était amis depuis 15 ans. Ouais. Attends, mais t'es mon fils, t'es ma fille, t'es ma mère, t'es mon père, t'es mon cousin, t'es mon beau-frère. D'accord. Donc créer des rituels nous protège et parfois on va créer des rituels pervers, des figures d'attachement perverses. On va préférer, plutôt que rien, recréer des rituels pervers. Tous les jours, je vais regarder sur Internet la dernière d'Ursula von der Leyen. Ah, ça m'aide, ça me fait du bien au quotidien, je comprends mieux le monde, etc. Non. Mais au moins ça, c'est stable. Elle est vraiment corrompue jusqu'à l'os. Je ne dirais pas, cinquième appart de texte, je ne dirais pas du mal d'elle directement, ni de sa mère, ni de sa famille. Mais voilà, il y a un truc qui ne va pas, enfin. Il y a beaucoup de gens, y compris dans ceux qui ont vu clair dans ce qui s'est passé dans le Covid, qui vont rester enfermés dans une sorte de ritualisation perverse, consistant à dire c'est tous des nazis, c'est tous... c'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai. L'immense majorité des gens sont des lâches. L'immense majorité des gens sont ignorants. L'immense majorité des gens n'ont pas la ressource intérieure pour accepter le réel qui vient frapper à leur porte. C'est trop douloureux. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils se bougent le cul. Si jamais ils prennent conscience que les gens au pouvoir sont des pervers tordus, ça veut dire qu'il faut bouger. Sinon, t'es un peu là-bas. Donc je préfère pas savoir. Ok. Donc ça nous donne des armes de dire nous-mêmes ne restons pas prisonniers dans des ritualisations toxiques et des célébrations toxiques. On peut ajouter de la joie et de la beauté à chacune de ces secondes. Et la plupart d'entre nous l'avons vécu. Là, on n'a jamais rencontré autant de gens. On n'a jamais compris autant de choses sur le monde, la vie. On n'a jamais progressé autant, on pourrait dire. Même si c'était douloureux. Il y a de très nombreux collectifs qui se sont créés, de très nombreuses associations qui ont vu le jour. Plein de projets qui ont été faits. Donc, un grand merci à Réveil Citoyen 07, à tous ceux qui l'animent. Si vous voulez bien les applaudir, sans doute. Sans doute, on ne pourrait pas se réunir, il n'y aurait pas des gâteaux, il n'y aurait pas ce beau soleil probablement qu'ils ont convoqué pour aujourd'hui, ils l'ont commandé à Météo France. Et on n'aurait pas l'autoroute libérée pour venir depuis Marseille, qui n'était pas prévue. Enfin, je peux vous assurer qu'il n'y a personne. Tout droit. Et on ne serait pas là. Et puis un grand merci à vous d'être là pour ce prétexte-là, cette célébration-là. Et je vais vous proposer ce qu'on fait à l'université de Montréal, en médecine. Ça va vous paraître très étonnant, mais c'est un cours obligatoire à l'université de Montréal pour les étudiants en médecine. C'est un cours de méditation pleine conscience. C'est la mindfulness. C'est quoi mindfulness? C'est les Américains qui ont breveté un truc qui était à disposition de tout le monde et ils ont mis TM à la fin, vous savez, trademark. Maintenant ils le vendent. C'est la forme de 9 séances de formation. Un mec qui s'appelle John Kabat-Zinn. Bon, ils sont forts les Américains pour mettre leur nom sur un truc et ensuite en faire du pognon. Mais en fait, c'est à la disposition de tout le monde. Et c'est cette idée que il y a un moyen de recharger des batteries de manière très très rapide, et notamment dès qu'on est à plusieurs. Ça peut être de chanter ensemble, ça peut être de jouer au foot ensemble, ça peut être d'avoir un cours d'aquarelle ensemble, ça peut être d'aller faire du judo ensemble. Ok, tout ça fonctionne très bien. C'est très bien, mais il faut le faire. Il faut le prendre. Mais juste en une seconde, dans le retour au souffle, on peut recharger des batteries. Donc, à l'université du Québec, ils disent aux étudiants, voilà, il y a toujours 3 phrases, c'est toujours les mêmes, des répétitions, des refrains. Vous les reprenez à chaque fois, comme ça, vous savez où vous êtes.
J'ai nulle part de spécial web. On va être ici ensemble. No place to go. C'est un cheval entre le monde anglo-saxon et le monde francophone. No place to go. J'ai rien de spécial à faire. On va être ici tranquillement. Nothing to do. J'ai pas de rôle social, familial, professionnel à jouer. No role to play. Et puis il propose, dans le cours, regardez sur YouTube, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont envie, d'essayer de mettre un demi-sourire sur le visage. Et de voir ce que ça fait. Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, est-ce que j'ai l'impression d'avoir l'air débile ou pas. Je vous ravis. D'essayer peut-être de ressentir ce qui se passe dans la nuque, dans le dos. De regarder, d'écouter. Puis de reprendre contact avec le souffle. La respiration. Comme une encre. Comme quelque chose de stable, qui peut toujours revenir, mais qui en même temps est mouvant. Comme une caresse à l'intérieur. Essayer de mettre en attention, une présence attentionnelle sur cet aller-retour du souffle. Inspire et expire. Puis juste d'écouter, de regarder, de ressentir. Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que la pensée s'en va? C'est dans sa nature. La pensée a tendance à s'en aller. Et doucement, gentiment, essayer de la ramener jusqu'au souffle, jusqu'à l'encre du souffle. C'est bien pour vous, peut-être revenir ici et maintenant accueillir la lumière. Parce que vous pouvez passer la journée à ça. C'est pour être sympa. Et écoutez ce petit morceau de chocolat qui est là tout le temps. J'ai pas besoin de le jeter sur les garde-manger. Et qui permet de recharger les batteries. Très rapidement. En tout cas, une fois qu'on maîtrise, on accepte de se laisser couler dans la pratique, on peut reprendre de l'énergie de manière très importante et très rapide. Juste comme ça. En quelques secondes. Moi, c'était une méthode en garde de réanimation. À 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, j'ai plus d'énergie. Comment je fais pour en reprendre? Est-ce que j'ai une ritualisation toxique? Je vais fumer une clope, je l'ai fait pendant des années, ça m'arrive encore. Mais je sais que c'est toxique et que ça va plutôt me plomber encore plus, même si là, tout de suite, j'aurai un petit soupçon de nicotine. Est-ce que je vais bouffer du sucre? Parce que là, je vais anesthésier ma douleur. Je vous rassure, je le fais aussi. Personne n'est plus fort que le sucre, vous savez ça. Ou est-ce que je prends un petit moment pour moi-même, à l'intérieur, aller gratter à l'intérieur? Parce qu'au début, on garde l'encre du souffle, mais petit à petit, on explore les peurs, on explore les inconforts, on respire dans l'inconfort, on respire dans les endroits qui font du bien aussi. On regarde, qu'est-ce qui me fait du bien? Et c'est très intéressant de jouer à ça, de stopper le monde, d'arrêter le temps, de voler ce temps au reste. Et vous savez, pour tous ceux qui ont une pratique, que ce soit la musique, la méditation, la lecture, c'est du temps volé au reste. Quoi qu'il arrive, ce sera du temps non productif, entre guillemets. Vous devez le voler, si vous voulez le prendre. Sinon, il n'y en aura jamais. Ah, ça fait des mois que je veux lire le bouquin Fouché. Si vous voulez pas ce temps, vous ne l'aurez pas. Ça fait des mois que je veux lire le bouquin d'Orientaux, je sais pas quoi, je sais pas quel truc. Il faut le voler. Il y a une transgression à faire. Alors voilà, ça y est, on est chaud. Si vous avez envie, j'ai envie de vous proposer de vous étirer, de bailler un petit peu avant de commencer, après cette longue introduction, en regardant et en contemplant ce tableau qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial. Oh, c'est ce qu'on fait au musée, vous savez, quand on regarde les peintures. Ok. Et soit on est frappé par la beauté, soit c'est pas pour nous, c'est pas grave. Théâtre d'opéra spatial, comme un énorme et gigantesque clair de lune ou comme une fenêtre ouverte à travers un vaisseau spatial qui regarderait un monde entier en train de se développer. Et puis, vous ne voyez pas exactement, mais il y a ce théâtre avec ces femmes en grande robe. Et cette peinture, elle a été faite par Jason Allen. Jason Allen, c'est un artiste qui a participé à un concours de dessin assisté par ordinateur.
Et lui, en fait, il n'a rien fait. Il n'a rien dessiné, il a juste fait des prompts. C'est quoi des prompts? C'est des requêtes, dans une barre de requêtes, comme sur Google. Vous faites des prompts. Il a fait des prompts à une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. La moitié de la journée, quoi. Midjourney. Ok. Et il a fait cette peinture. Et il a gagné. Il a gagné le concours. C'est vrai, moi je trouve ça plutôt beau. En tout cas, j'arrive à rêver dessus, quoi. Ça m'évoque des choses. Et évidemment, il y a des gens qui ont dit non, mais t'as triché. Tu peux pas gagner. C'est Midjourney qu'il a fait. Elle dit ouais, mais enfin bon, c'était assisté par ordinateur, moi j'ai assisté par ordinateur, quoi. Et donc il reste une ambiguïté. Qui est-ce qui a gagné? C'est lui? C'est l'ordinateur? C'est l'intelligence artificielle? Ouais, vous voyez qu'on a avancé à un moment là où un peu délicat sur ce qu'est la créativité humaine, sur son indépendance, sur comment il est affranchi ou non de la technique. Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a raconté qu'il était banquier et que dans les années 70, il y avait des mécanographes. C'est-à-dire des gens qui faisaient des calculs pour votre pognon, quoi. Enfin, ça va combien, il y aura plus, moins, etc. Évidemment, maintenant, c'est automatisé. Et qu'à l'époque, on leur faisait faire des stages sur Macintosh ou sur Thomson, je sais pas quoi, pour apprendre à cliquer sur la souris. Clic gauche, clic droit. Et double clic, attention. Double clic, c'est dur. Vous avez vu qu'on a fait un petit bond entre les années 70 et maintenant, en termes de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et si vous prenez vos enfants, vos petits-enfants, j'ai peur qu'on soit complètement out. Je vous invite à écouter sur YouTube une émission, une chaîne YouTube, qui s'appelle Underscore. Vous taperez Underscore. Vous essayerez de regarder les vidéos. Mais la première chose que vous allez voir, c'est 770 000 vues. Vous allez voir que toutes leurs vidéos sont entre 700 et 1,5 million. 700 000 et 1,5 million de vues. Vous allez voir, nous on parle du Covid, de trucs, 5 000 vues, 10 000 vues. Ils parlent de quoi Vous essayez de comprendre de quoi ils parlent. Vous écoutez une émission d'Underscore. Vous êtes ahuri parce que vous ne comprenez rien. Enfin, en tout cas, moi, je ne comprends rien au premier abord. Je ne sais plus de quoi ils parlent. Ils sont dans un monde parallèle. Parce que Underscore ne parle que d'intelligence artificielle. La vidéo de la semaine dernière, c'était le fait que ChatGPT 3.5 et 4.1 avaient été détrônés par Mistral AI, une start-up valorisée à plusieurs milliards, déjà à 2 milliards, dans les valorisations boursières, etc. Mais ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, ça a encore changé. Parce que tout ça change très vite. Et ils produisent des vidéos tous les jours, avec du matos de folie. Ils ont un micro qui leur fait la voix suave, l'image est nickel, etc. Ils maîtrisent parfaitement, et ils ont 22 ans. Et ah ouais, d'accord. Je suis un vieux con. Peut-être. Je peux passer la diapo. Donc aujourd'hui, moi, je vais essayer de présenter certains enjeux, à la fois autour de la santé, de la médecine, c'est mon sujet, de l'intelligence artificielle et de la technique, et en gros, de ce qu'on pourrait appeler la technocratie. Vous savez, Kratos, c'est le pouvoir. Technocratie, c'est le pouvoir de la technique. La technique, c'est quoi? Techné, c'est vraiment quelque chose de très ancien chez les Grecs, hein. Et même avant les philosophes qu'on connaît, que ce soit Socrate ou Platon, ou Aristote, avant ça, les présocratiques, ils s'intéressent qu'à ça. Les présocratiques, vous savez, c'est Démocrite, ceux qu'on appelait justement les sophistes, qui sont très intéressants, qui sont toujours à cheval entre comprendre la physis, la nature. La physique, c'est ça, comprendre la nature, physis. Et techné. Techné, c'est ce que fait l'homme sur Terre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, tout ce qui nous entoure n'est que de l'artifice, que de l'artefact. Nous passons notre temps à fabriquer des choses fausses qui miment la nature. Ils sont dans une mimésis de la nature. Et on pense qu'on fait mieux que Dieu à la fin. On voudrait faire comme Dieu. Ouais, pas sûr. Pas sûr qu'on fait mieux que Dieu à chaque fois. Alors moi je vais vous parler de ça et du fait que cette technique aujourd'hui elle est totalitaire. Et par totalitarisme, je vais essayer de m'exprimer de manière claire en vous disant que j'ai ma propre explication sur le totalitarisme, qui vient de plein d'autres penseurs, mais qui est cette idée que ça rentre par tous les trous de votre vie, de votre corps. C'est interstitiel. Ça vient s'engouffrer comme de l'eau dans toutes les brèches, comme un cancer métastatique qui viendrait dans tout votre corps. Et là, ça devient totalitaire. Quand le ministre de la Santé vient vous expliquer comment vous devez prendre la bûche de Noël, c'est totalitaire. Il s'infiltre chez vous. Quand Linky vient chez vous, compter combien vous consommez, etc., d'énergie, c'est totalitaire.
Il rentre chez vous, il rentre dans votre intime. Tiens, c'est un élément extrêmement important de la question totalitaire, la place de l'intime et la place du public. Qu'est-ce qui est de l'ordre public? C'est là, c'est sur la place publique, c'est là tout de suite, une réunion publique. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intime? On va se rendre compte que ce n'est pas juste binaire, même si ça paraît du yin et du yang. En fait, ce sont des pelures d'oignons successives. Ce que je fais avec mes enfants, c'est ce que je fais avec mes enfants. Personne n'y est convoqué. Ce que je fais avec mes amis, etc., c'est un peu plus large. Ce que je fais avec mon club de foot, ce que je fais avec vous, ce que je fais sur YouTube, c'est encore autre chose. C'est des champs divers d'extension vers le monde public. Et il ne faut pas confondre les deux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, sur Twitter, s'insultent, font des choses qui devraient être de l'ordre de laver son linge sale en famille. Vous savez, et qui le font sur Twitter. Mais Twitter, oh, pourquoi tu fais ça devant tout le monde? C'est de l'exhibitionnisme. Pourquoi tu veux te montrer à poil devant tout le monde? Et les gens font ça, hein, qui mettent leur scanner du cul sur Twitter ou Facebook. Ça va pas. C'est une confusion complète entre l'espace intime et l'espace public, et on va voir à quel point c'est totalitaire. Donc moi, je vais vous parler de ça, en disant qu'au fond, il y a une sorte de promesse d'un côté, liée à l'informatique et au numérique, à l'algorithmique, et à l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé et en médecine. Et à la fois, il y a une sorte de mirage, comme d'habitude. La technique résout des choses, mais en même temps, elle pose plein de problèmes. Je peux passer la diapo. Merci. Et juste, j'ai oublié de dire pourquoi j'ai eu la prétention à parler de ça. Je suis médecin anesthésiste réanimateur, et donc la réa et l'anesthésie sont au cœur du système technique. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait, c'est basé que sur des machines. En gros, on est des Prométhées de la médecine. On n'est pas un médecin au pied nu. Hein. Moi, il faut que j'ai des gaz médicaux qui soient stockés dans des silos derrière l'hôpital, avec du protoxyde d'azote, de l'oxygène, de l'air. Donc vous avez des énormes silos qui sont ravitaillés par camions de air liquide qui remplissent, etc. Pour que ça passe dans des tuyaux qui viennent jusque dans mes respirateurs. Ces respirateurs eux-mêmes, ils pompent de l'électricité, ils pompent toute la journée, c'est des machines, etc., qui sont très demandeuses en énergie. Et vous avez donc, je ne sais pas combien de centrales nucléaires pour alimenter nos services, quoi, on va dire. On a des pouces-seringues électriques, c'est-à-dire tous les médicaments, on les administre avec des pouces-seringues électriques sur lesquels on règle des vitesses, et parfois on met des boucles d'intelligence artificielle régulées qui vont asservir la poussée du produit et la vitesse de poussée du produit à une constante, à un paramètre qu'on va mesurer, à une variable. Par exemple, pour que vous compreniez, j'ai un médicament qui fait monter la tension, la noradrénaline, et ben je vais l'asservir au scope en prenant la tension artérielle en permanence, en mettant un cathéter artériel dans l'artère radiale ou dans l'artère fémorale de quelqu'un, et comme ça j'ai la pression artérielle sanglante tout le temps. 14, 17, 14, 7, 14, 7, 13, 139, 7, 139, 7, etc. Et hop, ça tombe à 12, à 11, hop, maintenant l'adrénaline elle monte toute seule, parce que j'ai mis une nappe qui contrôle le fait que ça régule. Ah, la tension monte à 17, j'ai mis une nappe qui fait baisser la noradrénaline. C'est bon, je peux le sauver. Je veux la ramener à 14. C'est mon objectif. Ça va, c'est compréhensible. Ok, des machines de dialyse, des circulations extracorporelles qui remplacent le cœur, qui remplacent le foie, qui remplacent les reins. En fait, c'est la débauche de machines dans le monde de l'anesthésie et de la réanimation. Et c'est la débauche de l'algorithmique. Là, je vous ai parlé de refrain et de rituel comme quelque chose d'un peu rassurant dans ce monde trop grand. Et sur lequel on va bondir quoi qu'il arrive. Et bien, l'anesthésiste, il n'y a pas plus obsessionnel. Il sait qu'il peut buter les gens à chaque fois qu'il les endort. Et donc, il va classer ces petits médicaments exactement comme il faut dans les tiroirs. Voilà. Il ne faut pas que les trucs bleus soient à côté d'un autre truc bleu, sinon je pourrais confondre. Il va se faire des rituels. Quand il ouvre la salle d'opération, il a une checklist. Alors, est-ce que l'énergie est bien branchée? Est-ce que mon respirateur il s'allume, il pousse? Ok. Est-ce que mon laryngoscope, il y a bien des piles dedans et il s'allume, j'ai de la lumière pour pouvoir intuber la personne? Il va tout vérifier comme ça, de manière très obsessionnelle. Il va mettre des checkpoints, comme dans l'aviation civile. Vous savez, quand vous allez prendre un avion, on vous fait 50 checkpoints à la con. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais en fait, c'est pour qu'il se passe rien. C'est pas que pour ça, mais on pourra en discuter. Bref, l'anesthésiste, il est complètement obsessionnel. Le réanimateur aussi, il a des protocoles. Je dois intuber quelqu'un en urgence, ça se passe comme ça. Step 0, step 1, step 2, step 3, step 4. Je respecte. Ok. J'ai telle infection avec une péritonite, je trouve tel germe, ok, c'est tel antibiotique. Et ça devient une médecine où, au fond, est-ce qu'il y a besoin de moi? Parce que tous ces algorithmes, une fois qu'ils sont écrits, une app peut le faire à ma place. Moi, j'ai juste des doigts, ça c'est vrai que c'est pas facile à les mains, ça reste quelque chose de difficile à remplacer. Mais bon.
Donc je suis au cœur de ça. Et de l'autre côté, j'ai une casquette qui m'autorise à en parler aussi, c'est que j'ai un Master 2, c'est l'équivalent d'un DEA, et puis j'ai été lancé dans une thèse de sciences, sur la question de l'anthropologie de la technique en santé, c'est-à-dire le rapport des humains à l'outil. Qu'est-ce que c'est un outil? Qu'est-ce que c'est l'humain? Comment est-ce qu'ils interagissent l'un avec l'autre? Pourquoi l'outil sert à faire ces artefacts dont on parlait et l'humain ne fait rien d'autre? Et il fait des outils à faire des outils. Pour se simplifier la vie. À la fin, ils s'emmerdent. Mais... voilà. Donc, j'ai parlé un peu de ça dans le livre Avenir au niveau du système de santé. Ça reste un livre plus universitaire que les autres. Il y a plein de références, etc. C'est pas forcément facile à lire, on va dire, même si toute la fin est poétique. Mais ça parle beaucoup de cette transformation du système de santé, parce qu'aujourd'hui est à l'œuvre une transformation du système de santé vers un système algorithmique. Et notamment en réanimation, c'est ce qui arrive en premier. Je me souviens, j'ai postulé à plein de bourses de recherche, certaines que j'ai eues, mais vers ces 5 dernières années, avant le Covid, j'en obtenais plus aucune. Parce qu'à chaque fois, j'arrivais, moi, avec des espèces de pirouettes de bon sens clinique, en disant, voilà, on peut faire tel truc juste en observant le patient, en écoutant, en ressentant ce qui se passe, en prenant des paramètres qu'on a déjà. Et ça nous permet de faire mieux. Et à chaque fois, les mecs me disaient, ah, c'est très intéressant, ouais, vous pouvez économiser 75% de morphine pendant les opérations grâce à ce que vous faites. Non, ça a l'air intéressant, ouais, on ne va pas vous financer. Non, il faudrait que vous fassiez, parce que ça rapporte de l'argent à personne, cette affaire. Vous n'augmentez pas la consommation, vous ne faites pas une application, vous ne pouvez pas faire une start-up. Vous faites une start-up? Non, je ne fais pas de start-up, vous faites laissez les gens libres. Ah, non, désolé. Revenez en ayant fait une start-up et une app. Et il y avait de l'argent plus que pour ça. L'autre jour, je m'invite à un petit raout à Marseille qui s'appelle IAM. Non, ça se fait IAM, c'était IAM. Je me fais celui-ci. IAM. Artificial Intelligence français, en langue européenne, vous savez, officielle. Ils ne sont pas en anglais. Mais bon, quand même, on parle en européen. Et donc, Artificial Intelligence Marseille, lumière rose fluo, petit palmier mis sur la scène, comment ça s'appelle, des petits gâteaux là, de toutes les couleurs, très sucrés, des macarons la durée, etc. Et puis des serveurs en livrée qui vous prennent des petits cafés Nespresso, voilà, vous avez l'impression d'avoir Georges Clooney dans votre tasse. Et 1000 personnes, 1500 personnes, toutes bondées. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant très discret, organisé par La Tribune. C'est quoi La Tribune? Un journal d'investissement. La Tribune, La Provence, d'autres journaux, Berlin, Le Point, Libé, Les Échos, Le Figaro, ok, font partie des investisseurs. Qu'est-ce que c'est hier? Alors, on est au-dessus du stade Vélodrome, on a vu surtout ça. Vite. Et on parle que de ça, il faut marquer des buts, il faut des buteurs, il faut des licornes. On y va, il faut être agressif, il faut muscler le jeu, etc. Et le premier à parler, un des premiers, c'est qui? Jacques Attali. Ah, Jacques, tu m'as fait l'honneur de venir à Marseille, j'ai chaud au cœur. Jaco, Madame Irma, des gens puissants, vous savez, qui prennent l'avenir. Je vous dis, les dames, vous serez riches et puissants. Ah, vous avez raison, Jacques. Je serai riche et puissant. Il fait que ça, même s'il dit n'importe quoi. Et donc Jacques vient nous dire, non, l'intelligence artificielle va tout bouleverser. Votre vie va être changée. Ça y est. Juste après, deuxième parlait, dans tous les médias, je voulais dire, qui vient, oui, monseigneur, l'intelligence artificielle est formidable, oui, monseigneur, etc. Les prêtres de cette nouvelle religion transhumaniste. Ils viennent entonner les chants, ils disent, oui, bien sûr. Et les troisièmes à parler, Thierry Breton. Vous voyez qui c'est? De près, c'est pire. Cinquième accord Toltec, on dit du mal de personne. Donc je n'en dirai pas, mais mini-vague, bien travaillé, reflet rose comme vous savez, les vieilles dames retraitées. C'est pas les vieilles dames retraitées, non. Il a beau tabler de malbouffe, il a l'air dangereux, vraiment dangereux. Qui nous explique qu'il faut contrôler tout ça. Il y a trop de pouvoir, nous allons contrôler tout ça. Et nous allons faire émerger de magnifiques entreprises européennes qui vont conquérir le monde, qui vont lutter contre les méchants américains, contre les ignobles chinois.
Et grâce à l'argent public, nous allons financer ces entreprises privées. Ah, d'accord. C'est ça l'Europe. Ah, ok, j'ai bien entendu. Public-privé. Ah, vous avez parlé tout à l'heure du mélange public-privé, intime-public. Ok. L'Union européenne aujourd'hui n'est plus que ça. Un guichet unique pour les multinationales. De manière fasciste, au sens strict du terme. Le fasciste, c'est la collusion des entreprises d'État, des grandes entreprises multinationales et de l'appareil d'État. L'appareil d'État aujourd'hui n'est plus là que pour promouvoir ces entreprises. Et vous tapez dessus si vous n'êtes pas d'accord. Par contre, toute la chose publique, l'hôpital, l'école, etc., la recherche, soit désinvestie. Ce qui compte, c'est d'avoir des chars d'assaut et des LBD. Et on recrute des policiers. Vous êtes bienvenus si vous voulez prendre un poste. Ok. Donc voilà le rôle de l'État, à ce à quoi il est réduit. Vous tapez dessus, si vous n'êtes pas d'accord. Pour permettre aux multinationales de faire le pognon. Et puis, après Jacques Attali, les médias, Thierry Breton, Christian Estrosi. Ah ben non, il y en a qui le connaissent, ça. Moi, j'avais rien dit encore. Hein. Président, région, sud. Et il nous dit, comment dire ça, respectueux. Alors, on sent que c'est plutôt pas un intellectuel. Peut-être manuel, pas sûr. Un peu trop manipulé. Qui nous dit que j'avais 3 milliards. Ah, maintenant j'ai 12 milliards. 12 milliards. Pour investir dans la tech. Ah, 12 milliards par an pour la région. Et il a l'air de considérer que c'est son pognon. C'est 12 milliards. Non, c'est le vôtre, hein, je vous rappelle. Et il n'y a pas un rond pour les agriculteurs. Et il n'y a pas un rond pour l'école. Et il n'y a pas un rond pour les instituts. Il n'y a pas un rond pour les profs. Il n'y a pas un rond pour l'hôpital. Et je l'écoute et je songe au grand quart avec 3 roues à l'hôpital. Avec les barrières qui ne se relèvent pas. Avec les fils électriques qui pendent. Avec les infirmiers, les soignants, les médecins. Il n'y a pas de personnel. Je dis, mais voilà, 300 000 pieds de haut là. Mais il y est, ça va être dur de faire redescendre. Il y a 12 milliards. Ok. Et donc, cette petite réunion, cette petite sauterie, était le coup d'envoi de l'écosystème intelligence artificielle de la tech de la région sud et de Marseille en particulier. Ça y est, on lance, on y va. Et le dernier à parler, vous savez qui c'était? Rodolphe Saadé. Ah, là, peut-être que vous ne connaissez pas. À Marseille, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Saadé et qui possède la CMA-CGM. La CMA-CGM, c'est rien moins que le premier ou le deuxième armateur du monde. C'est la grosse tour que vous voyez à Marseille. Il n'a pas le droit de construire au-dessus du parvis de Notre-Dame. Hein. Vous savez, personne n'a le droit de construire au-dessus du parvis de Notre-Dame. C'est pour ça que Marseille est protégée de tous les fous. Et il est juste à la limite avec sa grosse tour noire. Il ne peut pas dépasser Marie, mais il aimerait bien. Et Jacques Saadé, il a une tour de contrôle dans cette grande tour noire où il voit tous les bateaux. Tout autour du monde, il y a une webcam sur la passerelle. Et on voit les bateaux. Traditionnellement, il y en a des centaines. Le porte-container, ça possède. C'est lui le marchand. Et si vous regardez dans les guides touristiques, vous aurez peut-être su qu'il y a par ailleurs un aquarium d'eau de mer gigantesque, fait l'équivalent plus grand que ça, avec des requins. Et Rodolphe, le fils d'eux, vient nous expliquer que, et puis juste un mot pour ceux qui ne connaissaient pas, l'école de la marine marchande, qui était l'école nationale de la marine marchande, est devenue l'école CMA-CGM de la marine marchande. Ah tiens. Ça, c'est que le début. C'est-à-dire que l'université Aix-Marseille sera l'université Orange, ou je ne sais pas quoi, SFR, Aix-Marseille. Comme le stade Vélodrome et le stade Orange Vélodrome. Les partenariats public-privé. Prenez, comme pour l'autoroute, on vous a exproprié de chez vous. Maintenant, c'est chez moi. Ok. Donc, vous avez la collusion des multimilliardaires, Rodolphe Saadé, l'équivalent de Xavier Bernard Arnault, etc., avec les médias, avec l'Europe, la Commission européenne, et avec la région. Il n'y a pas la ville, il n'y a pas le département, il n'y a pas l'État. Ouais, vous avez bien compris. Parce que c'est ça, le nouvel ordre de pouvoir. C'est le régime féodal de Bruxelles, de la Commission européenne,
avec ses vassaux et ses suzerains. Ça, c'est très intéressant à étudier de près, à voir, surtout en action, avec des milliards et des milliards qui déferlent. Je vais vous donner un autre point de repère. Il y a une entreprise qui s'appelle ST Microelectronics à Grenoble. ST Microelectronics, c'est quoi? C'est une entreprise qui est en charge de faire des nanopuces. Peut-être vous savez ce que c'est, les puces nanométriques. C'est de la nanotechnologie. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à moins de 5 nanomètres, moins de 7 nanomètres, diminuer. Plus je fais petit, plus je peux casser de la puissance sur une seule microchip. Ces entreprises, ST Microelectronics, sont refinancées à hauteur d'à peu près 5 milliards tous les 5 ans par l'État. Des entreprises privées. Alors qu'elles ne sont pas rentables. Mais 5 milliards d'euros tous les 5 ans. Et ça n'a pas loupé depuis 20 ans. Et ST Microelectronics grossit à tel point qu'ils sont ouverts leur 3e ou 4e site sur le Grésivaudan, la vallée entre Chambéry et Grenoble. Et cette entreprise et cette industrie est tellement gourmande en eau qu'il n'y a plus d'eau pour les agriculteurs. Mais qu'on préfère donner l'eau et faire des conduites forcées pour qu'elles aillent à faire des nanopuces pour ST Microelectronics. Donc il y a une volonté délibérée d'État de faire venir le nanomonde. Ok, c'est le contexte dans lequel on est. Donc on peut passer. Bon, ouais. J'ai une contradiction là, quand je vais vous parler d'intelligence artificielle, parce que cette présentation, je l'ai faite avec ChatGPT. Oui, je voulais tester, je voulais pas mourir idiot. Donc j'ai joué à faire des prompts à ChatGPT, à optimiser. Donc je lui ai dit, voilà, je voulais parler d'intelligence artificielle, je voulais parler de tel auteur, fais-moi 17 diapos s'il te plaît pour que je le tienne en 20 minutes. Vous avez compris que je ne tiendrai jamais 20 minutes, quand je suis là. Parce que j'en ai profité pour aussi présenter ça au Parlement roumain à Bucarest, en anglais, c'était un gros challenge. Mais c'est pareil, j'ai demandé à DeepL traduction, traduis-moi l'ensemble. J'ai interrogé la base de données PubMed. J'ai utilisé Downsub pour faire des sous-titres automatiques ensuite quand j'ai publié la vidéo. J'ai utilisé Google Doc, le moteur de recherche YouTube, Kern, qui est un moteur de recherche en sociologie, qui permet de retrouver en sciences humaines en général, de retrouver des articles et des publications. Et donc c'est ambigu parce que là, cette présentation-là, c'est pas juste un jus de mon intelligence bio. Non. J'ai aussi fait intervenir de partout le système informatique. Donc ça va être dur de faire partie du système et de le critiquer en même temps. Important, ce qu'on va essayer de faire. Tu peux passer ?